étranger volant. Australie de l'Ouest. Marsupial. Poids 1 kg, 1,5 kg. Équipé d'une membrane parachute entre coude et genou. Peut planer d'un arbre à l'autre jusqu'à 100 mètres. Planer, c'est tout. À part l'homme qui triche et la chauve-souris, les mammifères n'ont pas conquis les airs. Quelque temps après la fin des dinosaures, il y eut un insecte minuscule qui, jusque-là, avait des ailes et qui les perdit pour devenir un parasite de la classe montante, les mammifères. Du coup, il devint champion de saut. Détente, 1 millième de seconde. Accélération 200 G, 20 fois plus qu'un astronaute. Hauteur de saut, en proportion pour un éléphant, 2 fois la tour Eiffel. Mais le rapport poids-volume ferait qu'il serait écrasé par la pression de l'air. La science des puces, la siphonaptérologie, révèle que la puce est dotée d'une carrosserie de chitine, aplatie en sens contraire d'une voiture de course, ultra légère et pourtant résistante. Essayez d'écraser une puce. Mais l'apanage de la puce est d'avoir inventé le coup de la force tendue. Et là, dans la cuisse numéro 3, un tendon qui, au repos, est relié à un ressort comprimé. Un petit muscle latéral fait l'effet d'une gâchette. Le ressort est un coussinet de chitine, le matériau à tout faire des insectes, allié à l'un de ses dérivés, 100 fois plus élastique et résistant que le caoutchouc, la résiline. C'est pourquoi, jusqu'au XXe siècle, dans les cirques de puces, on les faisait passer pour savantes. On les attelait à des véhicules minuscules que, ne pouvant sauter, elles tiraient. On les faisait jongler avec des balles de moelle de sureau. On les coiffait de minuscules ballerines en papier, juste assez lourdes pour les faire sautiller. La puce est aujourd'hui menacée. Elle survivait au lavage de parquet, même à grand saut. Avec l'aspirateur, elle fait le grand saut. Les insectes n'ont pas des muscles meilleurs que les nôtres. Leur secret, c'est le rapport poids, volume et puissance. Super Cricket, par exemple, n'est pas plus musclé que Superman. Mais ses muscles sont accrochés à un squelette externe, léger, solide, fabriqué en chitine. Pourtant, c'est un modèle ancien, déjà fabriqué en série, comme les 2/3 des insectes actuels, à l'ère secondaire. Ces muscles compriment alternativement son fuselage, pourrait-on dire, ce qui abaisse et relève indirectement les ailes. Par contre, 2 muscles directs, ceux-là, assurent l'inclinaison alternée des bords d'attaque des ailes antérieures, car les ailes postérieures ne font pratiquement pas avancer. Elles n'assurent que la sustentation par effet de parachute.
Voici un autre modèle ancien, la chrysope. Chrysos en grec, l'or, et ops, l'œil. L'insecte aux yeux d'or. Mangeur de pucerons. Se réfugie dans les maisons le soir pour avoir chaud ou se cogne dans les vitrines des magasins, alors qu'elle s'est posée sur le nez des dinosaures. La voici filmée à 1500 images par seconde. Là aussi, 4 ailes. L'ennui, c'est qu'elles sont mal synchronisées, d'où des turbulences et un vol encore maladroit. Ça n'est pas au point. Ce qu'il est par contre, c'est l'inclinaison automatique des bords d'attaque renforcés des ailes antérieures, vers le haut en montant pour offrir moins de résistance, vers le bas en descendant, ce qui produit un effet d'hélice. C'est ça le secret. La vie n'a pas créé les ailes des insectes à partir d'une paire de pattes transformées, comme pour les oiseaux, qui, du coup, n'en ont plus que 2. Elle leur a laissé leurs 6 pattes et a créé leurs ailes à partir de rien. Peut-être à partir d'un thorax un peu élargi latéralement, comme celui du poisson d'argent. Un vrai papy, celui-là. Garantie air primaire. Nous sommes en Roumanie, dans le delta du Danube. Au fond de l'eau, dans la vase, des larves d'éphémères. Éphémères, si l'on veut. Sûrement pas l'espèce, elle aussi de l'ère primaire, plus de 300 millions d'années. Les éphémères sont des papys volants. Pour l'instant, nageants. Ils vivent jusqu'à 3 ans à l'état de larve. Ici, elles fouissent dans la vase. Elles respirent comme des poissons avec des branchies qu'elles font onduler constamment pour y amener de l'eau fraîche, bien oxygénée et bien respirée. Elles se nourrissent de matières organiques en décomposition. Et voilà l'un des secrets qui a permis l'invention des ailes, la métamorphose. Le fait de passer de l'état de larve à celui d'adulte par plusieurs métabolismes, ce qui permet à la vie d'opérer des transformations à chacune des étapes. L'éphémère sort de l'eau avec ses ailes, mais absolument sec, encore dans un emballage étanche. Une fois à l'air libre, il s'en débarrasse. Alors, seulement, il est prêt à voler. Et c'est seulement ici, à l'état adulte, que l'éphémère va durer à peu près 2 heures. En fin de journée, un nuage de mâles volants attire les femelles. Ils s'accrochent à elles et les fécondent en vol. Alors, elles se laissent tomber, en planant, vers la surface de l'eau. Mais les oiseaux guettent et en font un massacre. Et quand les femelles rescapées, enfin, réussissent à pondre dans l'eau, la plupart des œufs, tombant au fond, sont happés par les poissons. Et les corps des adultes, morts aussitôt après la ponte, flottent sur le Danube comme un linceul de neige. Pour 2 heures d'amour, 4 ailes. Mais 2 grandes et 2 petites. Comme si la vie, bien avant les oiseaux, pensait déjà
monoplan. Le modèle diptère, 2 ailes pour voler, mais en modifiant les 2 autres. Cette mouche est filmée, en soufflerie, à 8000 images par seconde. Vous pouvez peut-être distinguer de temps en temps, de profil, à l'arrière et à la base des ailes, des petits moignons. Ce qui reste des 2 autres ailes, transformées en balancier de stabilisation. « 200 battements d'ailes par seconde. Mais là où c'est génial, c'est que la mouche n'a plus besoin, comme les insectes primitifs, d'envoyer à ses muscles autant d'impulsions nerveuses que de battements d'ailes. 3 impulsions par seconde suffisent à produire les 200 battements. Le thorax de la mouche, élastique, entre en résonance. Même effet que si l'on pince une corde à piano. Une fois suffit, de temps en temps, pour entretenir la vibration. Ce système oscillant, bien sûr, ne pouvait marcher qu'avec des ailes extrêmement minces, réduites à des membranes. C'est pourquoi la vie en a équipé ce que nous appelons les hyménoptères. Hymen en grec, membrane. Des insectes chargés, comme les abeilles, les guêpes, les bourdons, de visiter beaucoup de fleurs. Des insectes obligés de beaucoup voler, y compris au retour en surcharge de pollen. 300 battements d'ailes par seconde pour l'abeille, encore plus vite que la mouche. Mieux qu'un hélicoptère, elle peut décoller dans toutes les positions et même récupérer une chute. Quand une abeille prend un virage, elle penche tout le corps sauf la tête, qui reste horizontale. Elle garde en permanence le contrôle sur sa position. Avec les abeilles, la vie est revenue au biplan. 2 paires d'ailes, mais très proches l'une de l'autre et reliées par des crochets minuscules pour les synchroniser. Et maintenant, attention. Une séquence unique. Les abeilles se combattent en fonçant l'une sur l'autre. Apparemment, il s'agit de défense de territoire. Rends-moi ce pollen, tu n'es pas chez toi. Mais la vie pour les fleurs n'avait pas seulement besoin d'avions de voltige. Il lui fallait aussi des insectes piétons plus encore qu'aviateurs. Des engins air-sol, cuirassés, des blindés volants. D'où le système du double hardtop, comme pour le hanneton. Plus que 2 ailes pour voler, les 2 autres sont transformées en étuis protecteurs. La formule des coléoptères. De coléos, étui, ptérone, aile. Un succès mondial.
300 000 espèces au moins. 6 fois plus que toutes les espèces de vertébrés réunies. Il n'y a qu'à voir le succès de la cox. Une carrosserie qui résiste à tout. Tiens, celle-là tout de même, elle a pris un nion. Là encore, pour sortir les ailes, il faut relever le hardtop. Et là encore, la vie a trouvé une solution. Nous ne sommes pas seuls à aimer les roses. Les cétoines les adorent. Les cétoines dorées. La fureur des jardiniers au printemps. Mais avez-vous observé la façon dont ils volent? Ce sont, de ce point de vue, les super coléoptères. Plus besoin de relever les élytres. Ils ont des échancrures sur les côtés, ce qui permet de voler la capote fermée. Il n'empêche que c'est un compromis. À mesure qu'elle inventait des fleurs de plus en plus sophistiquées, la vie avait besoin de leur fournir des pollinisateurs de plus en plus spécialisés. En particulier, capables de féconder, sans les abîmer, des fleurs minuscules, comme ici le lantana. Pas forcément au prix d'acrobaties extraordinaires, mais en étant capable de voler beaucoup de fleur en fleur sans trop se fatiguer. Solution, le papillon. Surtout un bon planeur, plutôt même un parachutiste, grâce à la forme de ses ailes, larges et plates. Celle de l'arrière étant reliée par un fil à celle de l'avant, semi-indépendante. Le papillon commence par écarter les deux bords d'attaque, renforcés, rigides, des ailes antérieures. Et il propage graduellement la séparation vers les bords de fuite, qui, eux, restent souples. Cette flexibilité de profondeur, bord d'attaque rigide, ailes arrière flexibles, crée une circulation d'air progressive autour des ailes. C'est cela qui fait avancer le papillon. Il a fallu attendre les années 30 pour que nos ingénieurs, comprenant la cause de beaucoup d'accidents, songent à renforcer les bords d'attaque des ailes des avions, ce à quoi la vie avait pensé depuis des millions d'années. Mais la vie, c'est bien connu, ne pense pas. Aussi, est-ce tout à fait par hasard, quoique aussi, dit-on, par nécessité, que la vie a fini par inventer ce véritable chef-d'œuvre, le Morosphinx, Macroglossum stellatarum, littéralement, en latin, la grande langue des étoiles. Parce qu'il est spécialisé
dans la pollinisation des petites fleurs en étoiles dont le nectar est au fond d'une corolle très étroite. Pour cela, il lui faut deux choses, une trompe très longue et une capacité de manœuvre extraordinaire. Le voici attiré par une pervenche. On souffle dessus, ce qui l'a fait balancer. Sans aucune peine, il suit ses mouvements. Toujours 4 ailes, synchronisées, mais beaucoup plus étroites, indispensables pour l'acrobatie. Et le secret de ce papillon? Il n'y a pas bien longtemps que nos ingénieurs aéronautiques l'ont découvert pour la maniabilité des avions à très grande vitesse. Les ailes à géométrie variable. Ils jouent à volonté de leur surface et de leurs mouvements relatifs. Le bord d'attaque de l'aile avant, rigide, plonge vers le bas en descendant et remonte en montant. Et dans le même temps, l'aile arrière fait le mouvement contraire, en se gonflant comme un parachute. Ce papillon-là, il fait ce qu'il veut. Du surplace, aucun problème. Il est comme rivé à la fleur. S'il a maintenant tout le corps incliné vers le bas, c'est qu'il a fait le plein de nectar. Attention, il va faire un tonneau vers la droite, sans augmenter la fréquence des battements d'ailes, mais en modifiant complètement la géométrie de vol. Maintenant, virage à 180 degrés, en 6 battements. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et quand il veut, ses ailes avant et ses ailes arrière se fondent en une seule. C'est le fonctionnement parfait du vol en aile double. Et pas seulement pour l'acrobatie. Le Morosphinx vole en été en Europe jusqu'au rivage de l'océan Arctique. Dès la fin de l'été, il retraverse toute l'Europe et vient hiverner sur la Côte d'Azur. À force de découvrir ce que la vie a inventé bien avant lui, et au rythme où va désormais sa technologie. L'homme aura-t-il un jour des engins capables de voler comme ce papillon, qu'on appelle un sphinx? Voilà une question à lui poser.